En arrivant devant la maison de la lumière, on commence à gravir des pentes rocailleuses battues par les vents. Le pied bute et glisse sur une végétation ligneuse de 10 et de lentisques. Voici le rude chemin qu'empruntent les Beni Ouarnid et leurs petites ânes, le rempart méridional de Mansoura, dont il ne subsiste que quelques pans de tours. La campagne est déserte. Une rumeur confuse monte de la plaine. Parvenu à une éminence qui porte le nom d'Attar, on embrasse du regard un vaste espace. Au levant, le Charf el-Gourab, immense, dresse sa tête conique au-dessus des crêtes environnantes. Et la vue s'étend au nord, par-delà la route d'Oran et la voie ferrée, jusqu'aux terres à vignes et à blé de Safsaf, d'Enaya et d'Ain el-Hout. Dans un moutonnement continu, les montagnes bleues et légères des Traras élèvent au dernier plan un écran entre la Méditerranée et les plateaux intérieurs. Plus près, l'œil découvre la plaine de Imama, d'El-Kifan et de Bréa. Les dernières vagues des cultures qui accourent de l'horizon viennent mourir ici, sur les contreforts des Bni Boublen. Sans transition, leur succède un pays désertique semé de monts lugubres. Au sentiment aigu qu'on ressent dans ces parages, on devine qu'on vient de passer une frontière, qu'on pénètre dans la solitude. Dès lors, on avance dans une lande où le vent fait crépiter les éventails épineux des palmiers nains et que des touffes de genêts épanouis semblent éclairer. Au nord, la plateforme d'Esta, labourée et ensemencée, avant de céder devant les terres vierges, prêtes à puits à la partie des Beni Boublen. Tout Beni Boublen inférieur qu'occupent les Fellahs. Ces hommes vivent à la lisière des bas-fonds cultivables, fixés sur la montagne, déjà reléguée du monde. Pourtant, 3 kilomètres seulement les séparent de Tlemcen. Leur existence se passe en journées agricoles et pastorales chez les colons. Elle est si archaïque, et les gens se montrent si simples, qu'on les croirait issus d'un continent oublié. La terre là-haut, intraitable et sans eau, étouffe dans la garrigue. La griffe de l'antique Harère à peine à l'entamer. Les fellahs sont souvent en proie à la famine. La nuit, quand les masures s'enfoncent dans les ténèbres, les chacals errent et hurlent à la mort. Mais la sévère physionomie de la montagne revêt quelquefois une grâce furtive. C'est lorsqu'on tombe sur des bandes impétueuses d'enfants, hâves et déguenillés, qui s'abattent avec une allégresse en la boue ou la poussière des chemins. La civilisation n'a jamais existé. Ce qu'on prend pour la civilisation n'est qu'un leurre. Sur ces sommets, le destin du monde se réduit à la misère.
Les fantômes d'Abdelkader et de ses hommes rôdent sur ces terres insatisfaites. Face à d'imposants domaines suffoquent les noirs cagnats des fellahs, pour qui songe à l'avenir. Mais nous ne sommes encore qu'en 1939, en été 1939. Omar avait rencontré là des enfants plus misérables que lui, des enfants qui avaient l'air de sauterelles, tant ils paraissaient malingres et nerveux. Leur nippe n'était qu'un assemblage de haillons. Ils se protégeaient les pieds avec des chausses en peau de mouton, attachées par des cordelettes d'alpha. Le plus souvent, ils couraient sans rien aux pieds. Les grands yeux, à l'iris brun et vert, s'ouvraient étrangement sur les terres stériles qui leur étaient abandonnées. Curieuse, leur gravité avait frappé Omar. Leurs jeux n'étaient pas les jeux ordinaires des enfants de Tlemcen. Les animaux étaient leurs seuls compagnons. Ils étaient renfermés et savaient se taire, dédaigneux de tout ce qui n'était pas de la campagne. Dans cette nature désolée, ces enfants avaient, comme Omar, la même précocité, une même intelligence du malheur, quoiqu'acquise de façon différente, brillait dans leurs yeux. Mais eux parlaient avec des expressions, un ton qu'on ne trouvait pas à cet âge chez les garçons de la ville. Ils étaient obstinément sérieux. Une pondération propre aux paysans. Omar, devant eux, se sentait tout gamin. Il l'effrayait par l'ombrageuse ardeur qu'il déployait à poursuivre un dessein. Détruire des oiseaux, manier des troupeaux ou défier des Européens. Il avait découvert des compagnons parmi ces petits fellahs. Il n'était pas fait de la difficulté pour l'adopter. Du moins s'était-il étonné de le voir lire et prononcer des paroles en français. Ils avaient surpris chez lui des connaissances bien spéciales. Le monde, soutenait-il, est rond et non pas plat, ce qui était le contraire d'une évidence. Le soleil était fixe, tandis que les gosses tournaient avec la terre. Omar savait beaucoup de choses sur les pays lointains. De même, il leur avait expliqué comment se formait la pluie. Alors, les paysans s'étaient récriés et avaient déclaré qu'ils blasphémaient. Un autre jour, il les laissa pantois par les opérations de calcul qu'il fit devant eux. Mais les campagnards finirent par constater leur ignorance. Omar ne comprenait rien aux arbres et aux plantes. Mais il ne connaissait rien aux arbres et aux plantes. Rien non plus aux bêtes, aux cultures, aux travaux des champs. La révélation de la vie quasi charnelle et inconsciente de la terre se faisait pourtant jour en lui. À Bni Boublen, une singulière énergie, profuse et vigoureusement ressentie, le baignait. Là-haut, la grande vie du monde lui était expliquée par la voix du vieil homme, Commandard. L'obscurité déborda sourdement des combes. Quelques voix
élargirent l'air ténu et se perdirent dans le silence. Des hommes s'agitaient là en bas, tandis que des bêtes, mêlant leurs cris dans leur profondeur, ne cessaient de se mouvoir et de sombrer dans une ombre pelugieuse qui flottait entre les arbres. Sur son visage, les bras nus, Omar reçut une sensation de fraîcheur pénétrante. Réunissant ses paumes en porte-voix devant sa bouche, il lança, dans une grande clameur, « Ya, Zohor, regarde-moi où je suis. » Le domaine étalait son immense terrasse d'un seul tenant. Puis brusquement, il s'affaissait. Dans le creux des champs, Omar contemplait la maison de Mohammed, croûte sèche et blanche. Zohor, qui peinait sur le sentier, drapé dans son haïk, contournait la ferme. La campagne pénétrait dans la nuit à mesure que reculait une ligne de blancheur qui fusait faiblement à la limite des terres. Tout près, le plateau de l'Ellaseti érigeait sa masse. On n'en pouvait voir que le front, qui était d'une lourdeur terrible, éthique. Bien que plus haut, la forêt de pins à côté paraissait enveloppée d'une douceur de grosses plumes. Le soleil flamboya un dernier instant, et l'air ardent entoura les cimes. Insensiblement, la lumière du jour remonta le long de la montagne vers les sommets. Ce fut bientôt le crépuscule. Un sentiment de quiétude s'empara du cœur d'Omar. La nuit se condensait de plus en plus à l'est. Un foyer sans flamme qui incendiait les terres et les monts à l'occident se recroquevillait comme une feuille qui se consume lentement. Omar et Zohor ne s'étaient mis en chemin que quand Aïni avait dit oui à son fils. Ouah, elle n'exigeait plus qu'il restât à la maison. Le garçon, à partir de ce moment, avait compté les minutes et était impossible à tenir. Il lui arrivait souvent de monter à Beni Boublen pour accompagner Zohor. Ses départs jetaient des flambées de joie dans son cœur. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.